Idée reçue numéro 10, il faut réduire le gras. Ennemi public numéro 1, le gras. Ouais, arrête, c'est gras. Je vais manger du gras, je vais faire du gras. Hello, ici Charles Brumeau, diététicien, et vous écoutez Dans la poire, le podcast dédié à la nutrition, à vos habitudes alimentaires et à l'actualité de vos assiettes. Dans la poire, c'est votre petit-déj, votre brunch, votre goûter d'informations sur l'alimentation. Mon but, c'est de partager mes connaissances et de vous donner des conseils du quotidien pour redonner du sens à l'acte de manger. Belle écoute, je vous la souhaite savoureuse. Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cet épisode de Dans la poire, le podcast pour mieux manger. Un épisode un peu particulier parce que je reçois un invité, une invitée même. Top décision, je fais de la natation en compétition et passe mes week-ends sur les bassins. Je découvre le STEP et les cours collectifs en terminale. Puis je m'inscris en licence de bio et passe ma maîtrise de journalisme scientifique. Je quitte la plume parce que j'en ai marre de couvrir des congrès de laboratoire. Je kiffe les cours collectifs et me forme pour devenir coach sportif. Mon diplôme en poche, je suis la première à fournir du contenu de qualité sur YouTube avec mes vidéos fitness masterclass de retour de grossesse. Fort de 15 ans d'expérience, je développe ma méthode et mes programmes en mode basta les régimes et bonjour l'équilibre et partage mes infos avec ma communauté que j'aime d'amour. Je suis Lucille Woodward. Non mais quel talent, hein, c'est énorme. Le Julien Lepers. Salut Lucille. Salut. Bienvenue à Dans la poire, le podcast pour mieux manger. Alors, je te reçois pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'on se connaît depuis pas mal de temps. Et ça fait aussi un bout de temps que je voulais t'inviter sur le podcast parce que le sport et l'alimentation, ça fait vraiment partie de ton quotidien, de ton lifestyle. Absolument, et du tien aussi. Alors là, absolument. Je crois que c'est une façon de vivre et d'habiter son corps, prendre soin de soi au quotidien, quoi. Et puis surtout, parce que tu as sorti depuis quelques jours un programme sur le jeûne intermittent auquel j'ai eu le plaisir de collaborer. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus en 2 mots sur ce programme ? Oui, en fait, donc c'est un guide pour comprendre en fait l'intérêt du jeûne intermittent dans les folles vies qu'on a aujourd'hui, parce que on se rend compte de plus en plus que le rythme circadien, en fait, le rythme du jour a une influence énorme sur la santé de l'être humain, sur son mode de vie, sur comment il vit, et adapter ses prises alimentaires en fonction de son rythme de journée peut vraiment améliorer ton état de santé, ton état d'énergie, faire vieillir jeune, enfin faire vieillir en bonne santé aussi, et parfois améliorer tes performances sportives, mais surtout plutôt cognitives. Donc plutôt du cerveau, ta pensée, en vitalité, ta clarté d'esprit. Clarity. Je lis beaucoup en anglais, mais voilà, ta clarté d'esprit. Ok, ouais, une sorte de lucidité, de regain d'énergie, hein, c'est ce qu'on a vu dans ce programme. Donc effectivement, on explique aussi dans ce programme ce qui se passe dans notre corps quand on mange, quand on jeûne, et surtout si on le désire et qu'on n'est pas dans le cadre de contre-indication au jeûne, hein, on explique bien tout ça dans le programme, comment le mettre en place, hein. Donc il y a un vrai plan alimentaire pour bien répartir les apports. On parle aussi de la gestion de la sensation de faim. Voilà, et je pense qu'on a... En fait, c'est aussi quelque chose que j'ai voulu écrire parce que moi, je le fais. Et je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps, le jeûne intermittent, depuis peut-être un an et demi. Ouais. Et un peu comme le végétarisme, au final, au début, j'étais vraiment sceptique, pleine d'idées reçues. Voilà. Et finalement, à le tester sur moi, puis ensuite voir peut-être sur des amis, mon mari, qui le font aussi, ou des coachés chez qui j'ai pu intervenir là-dedans, je vois vraiment les résultats. Et c'est ça qui m'a vraiment donné envie d'écrire là-dessus, vraiment dans un guide pratique pour y arriver et pour comprendre les effets. Oui, alors est-ce que c'est un guide pour perdre du poids ? Est-ce que c'est le nouveau régime et tout ça ? C'est ça, hein, on est d'accord ? Non, moi par exemple, depuis que je le fais, ça ne me fait pas du tout perdre de poids. Donc ça ne fait pas perdre de poids. Non, c'est pas le but du truc. Le truc, c'est plutôt le niveau un peu supérieur au moment où tu as déjà équilibré ton alimentation, au moment où tu as déjà une bonne hygiène de vie, pour aller peut-être un peu plus loin dans comprendre ton fonctionnement, améliorer encore plus ton lifestyle. C'est un peu le next level, quoi. Ouais, voilà. Après, il n'y a pas d'obligation et tout. C'est un truc qu'on propose. Et comme toujours, c'est une main tendue. Et vous êtes libre de l'accepter ou non et de faire en fonction de vos habitudes. Absolument. Ok, merci beaucoup. Avant de rentrer dans le vif du sujet, sachez quand même que pour vous, petite surprise, eh bien, il y a un code promo exclusif pour tous les auditeurs et auditrices de Dans la poire, moins 10% sur le programme Jeûne intermittent, il va s'appeler comme ça. C'est ça. Programme Jeûne intermittent avec le code Dans la poire LW, Dans la poire LW, tout attaché au majuscule, et vous avez 10% à partir du 30 octobre 2020.
jusqu'au 30 octobre 2021. Hey, Ça veut hey, dire pendant que un pendant an. un an, ton podcast va cartonner de fou, quoi. Super, merci. Alors, comme le jeûne intermittent fait beaucoup parler de lui, eh bien, on va parler aujourd'hui des idées reçues dans l'alimentation et du sport avec Lucille. Mais d'abord, Lucille, j'ai envie de te poser la question que je pose à tous mes invités. Quelle mangeuse es-tu? Oh là, alors, Vous avez 3 heures. je suis ultra gourmande. En fait, je suis une très grosse mangeuse. C'est-à-dire que je mange des quantités énormes. Je mange énormément. Et d'ailleurs, quand dans le monde où on a le droit de rencontrer beaucoup de gens, quand j'organise mes retraites de surf et fitness yoga, les participantes à chaque fois me voient manger et hallucinent de ce que je bouffe en fait. J'ai des assiettes énormes. Donc je mange énormément. J'ai toujours eu besoin de manger beaucoup et je mange vraiment 100% non transformé. Pour moi, c'est une des trucs les plus importants. Je préfère ne pas manger que de prendre... je sais pas, les trucs Sodebo, enfin, tu vois, les trucs qui se conservent hyper longtemps. On embrasse Sodebo. Hein. Désolée. Mais, ou les donuts, il faut citer 3 marques pour pas... Ou bien le feed, voilà, encore pire. Ouais. Bon, ça, c'est important pour toi, c'est une valeur. Ouais, pour moi, c'est vraiment le plus important, c'est de manger des trucs simples, naturels, qui sortent de terre. J'en ai pratiquement jamais envie. Et en fait, moins t'en prends, moins t'en as envie. Après, ça peut m'arriver de craquer sur des curly ou des chips, ce truc comme ça. Mais vraiment, je le sais en pleine conscience, c'est pas du tout ce qu'il me faut, quoi. Ouais, mais sur le moment, tu arrives à te... Sur le moment, j'en mange, voilà. Et après, il y a des chips pas trop ultra transformés. C'est quoi ça? Alors, tu sais, en fait, il faut regarder la liste d'ingrédients. C'est des chips qui sont cuites à la vapeur. Hein. Non. Il y a des chips où, en fait, finalement, il n'y a que 3 ingrédients. Ouais. Donc, c'est pommes de terre, huile de tournesol, sel, voilà. Ouais. Donc, c'est quand même c'est transformé, mais pas non plus ultra transformé. Ouais, ça reste un produit free. Voilà, bon, c'est pas le plus ouf pour tes cellules, mais effectivement, il n'y a pas d'additifs, il n'y a pas de conservateurs et tout ça, effectivement. Ok, on rentre dans le vif du sujet parce que, mine de rien, on a beaucoup de boulot. On a fait la liste de 10 idées reçues qui revenaient très fréquemment. Idée reçue numéro 1. C'est mal de sauter un repas. Et oui, en fait, c'est une idée reçue qui vient de la plus tendre enfance. Et en fait, tout ce qu'on nous a inculqué pendant l'enfance, ensuite, c'est très dur de s'en défaire. Donc, moi, je suis la première. Hein, mes enfants, je veux absolument qu'ils mangent au petit déjeuner, même si parfois, ma fille, là, par exemple, ce matin, c'était le cas, elle n'avait pas vraiment faim. Mais voilà, je l'ai quand même servi un petit déjeuner. J'ai quand même regardé qu'elle en avale un peu. Donc, voilà, c'est des choses qui sont incluses dans l'enfance, mais parce que quand on est enfant, c'est important de ne pas sauter un repas. Ouais, clairement, mais par contre, quand on est adulte, qu'on n'est plus en phase de croissance, qu'on est souvent très sédentaire, on peut complètement sauter un repas ou en tout cas attendre. Si on n'a pas faim. Si on n'a pas faim, exactement. Et attendre justement le retour de la faim. Oui, tout à fait. Effectivement, ça fait partie des injonctions qui viennent se pluguer sur tes sensations alimentaires de faim, de rassasiement ou de satiété, comme finis ton assiette, comme si tu manges tes épinards, tu auras du dessert, comme non, faut pas sauter de repas, c'est pas bien. Bah oui, mais j'ai pas faim. Bah oui, mais c'est pas bien. Donc du coup, tu réenregistres que tant pis, il faut pas forcément se fier à ces sensations de faim. Et effectivement, à l'âge adulte, ça peut te jouer des tours parce que tu manges sans faim. Donc comment tu arrives à trouver le rassasiement si tu manges sans faim? Ouais, et du coup, tu sais plus en fait. Tu sais plus si c'est de la faim ou de l'envie de manger ou juste je me lève, c'est automatique, je mange. Tu vois, il y a aussi des automatismes comme ça qui se font. Et... Avec les odeurs aussi, avec la vie sociale, de famille. Toi, du coup, comment tu as fait pour un peu passer le pas? Peut-être que tu n'avais pas forcément... on reparle un petit peu du jeûne intermittent et de ce programme. Comment tu as fait pour passer le pas quand tu te disais, j'ai peut-être pas super faim le matin, mais bon, voilà, en famille, on prend un petit déj le matin, quoi, un point barre. Mais tout à fait. Hein. Et en plus, en tant que sportive, j'ai été éduquée à il faut manger le matin pour avoir de la forme, de la force et tout ça. Donc en fait, ce que j'ai fait, j'ai essayé de retarder finalement ma prise alimentaire le matin. Donc pas forcément manger le matin à 7h15 avec mes enfants. Tu prenais une boisson chaude pour un thé pour accompagner, être avec eux. Et pourquoi pas manger plutôt à 8h, 8h30, 9h, 9h30 et voir en fait comment ça se passait. Et en fait, ça a été de plus en plus facile en s'autorisant à manger à 8h15 ou à 9h20. Enfin, voilà. Ou plus tard, une petite collation, exactement. 10h, 10h30. Il n'y a pas d'interdit. En fait, c'est vraiment ça dans le jeûne intermittent. Il n'y a aucun interdit. C'est que à la sensation. Et c'est vraiment au ressenti. Il y a des jours... ça va passer crème, nickel. Il y a des jours, c'est impossible. Et en plus, quand on est une femme, en fonction de son cycle hormonal, il y a des périodes de cycle où vraiment, on a beaucoup moins faim,
en tout cas si on n'est pas sous contraception hormonale bien sûr, mais on a des périodes de cycle, voilà, on n'a vraiment pas du tout faim, on peut vraiment presque parfois attendre 24 heures sans manger, et des périodes de cycle, au contraire, on a la dalle en permanence et il faut manger toutes les 3-4 heures. Surtout que là, en fait, oui, effectivement, le jeûne intermittent, en tout cas le 16-8, contrairement au jeûne périodique, le jeûne périodique, c'est vraiment quand on peut jeûner 24 heures, 48 heures, voire plus, et puis remanger Alors ça, après. je fais pas par contre, Ouais, moi, ça, j'arrive pas moi. ouais. Bon, ça peut se faire aussi soit dans un cadre plus thérapeutique où tu es suivi, ou alors dans le cadre de retraite ou de rando, etc., où tu mêles un peu l'activité physique, où tu es un petit peu plus encadré avec des gens qui l'ont déjà fait. Là, c'est le jeûne intermittent 16-8, donc ça veut dire que clairement, tu as 16 heures où tu ne manges pas et 8 heures pendant lesquelles tu t'alimentes. Et c'est plus facile de le faire pour pas mal de gens quand tu rajoutes la nuit de sommeil. Donc ça veut dire qu'en gros, tu vas dîner vers 19h, 20h. Voilà, et tu reprends ton repas le lendemain matin vers midi, 1h, Voilà, c'est ça exactement. Ouais, voilà. C'est plutôt facile, moi je dirais, le jeûne intermittent, le 16-8 tel qu'on l'a décrit dans le programme, c'est plutôt essayer de voir un petit peu les conséquences positives que ça pourrait vous amener, regarder ce que ça vous coûte, ce que ça vous rapporte, est-ce que vous gagnez en lucidité, en vitalité, ou est-ce qu'au contraire vous êtes tiraillé par la faim Et puis, c'est pas forcément 16-8, en tout cas au début. Ça Oui, peut être 12-8, 12 heures, 12 heures. Et puis 14-8, après, ouais. on va. Enfin, voilà, on essaye d'allonger 11-13. Enfin, il n'y a pas non plus de règles. Et parfois, on ressent dès qu'on fait 13 heures de jeûne, on peut déjà ressentir des bienfaits. Et notamment pour les personnes qui aiment bien faire du sport, de faire du sport à jeun. C'est super bénéfique parce qu'on se sent bien, on se sent assez énergique parce que en fait on n'a pas du tout le système digestif qui est pris. Enfin voilà, il n'est pas en train de travailler, donc on a plus d'afflux sanguin là où on en a besoin dans les Pour le muscles, dans sport, le cerveau, ouais, les bien sûr. poumons. Et ensuite remanger juste après. Donc ça peut être voilà, on fait le sport à 8h et à 9h on remange et c'est déjà super c'est bien ok, en fait. c'est déjà pas mal, ouais, bien sûr. Ouais, là encore une fois, on a vraiment mis en avant sur le programme le fait que, bah oui, il y a des bénéfices, mais après c'est vraiment à vous d'adapter le truc en fonction de vos routines sportives, de votre rythme familial. Et en fait, il n'y a pas vraiment de bonne façon ultra rigide de bien faire les choses. L'important, c'est que vous vous appropriez le truc. Vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Des gens qui m'ont tendu la main peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Et c'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres forgent une destinée. Parce que quand on a le goût de la chose, quand on a le goût de la chose bien faite, le beau geste, parfois on ne trouve pas l'interlocuteur en face, je dirais, le miroir qui vous aide à avancer. Alors ça n'est pas mon cas, comme je le disais là, puisque moi au contraire j'ai pu, et je dis merci à la vie, je lui dis merci, je chante la vie, je danse la vie, je ne suis qu'amour. Quitte à pas le faire si c'est vraiment pas, si vous le sentez pas, quoi. Ouais. Voilà. Mais par contre, les bénéfices, ils sont quand même très importants. Enfin, franchement, en tout cas, plus je m'y intéresse, plus je regarde, l'adapter sa prise alimentaire et son activité physique en fonction de son rythme quotidien. Même pour les personnes, par exemple, qui sont en shift work, qui travaillent de nuit ou qui font les 3-8, les infirmiers, les médecins de garde et tout ça, il y a quand même des effets vraiment très bénéfiques sur justement la réparation en fait, des cellules musculaires, mais neuronales aussi. Et c'est vraiment, vraiment intéressant. Idée reçue numéro 2, le sport, ça ne se passe qu'à la salle. Les salles sont fermées en ce moment, rappel. On est dans la merde. On est dans la merde. Non, bien sûr que non. Le sport, c'est pas qu'à la salle du tout. On peut bouger vraiment au quotidien sans soulever des poids ou faire du cours collectif. On peut monter les escaliers, marcher, faire du vélo comme tu as fait là ce matin pour venir jusqu'ici. On peut faire du jardin, faire du ménage. Au final, c'est quand même de l'activité physique qui est assez intéressante. Mais c'est vrai que les gens confondent activité physique et sport en fait. Ouais, alors que ça devrait pas. En fait, il faut vraiment voir toute sa vie comme une possible activité physique. Il y a toujours quelque chose à faire. On peut toujours monter des escaliers. Et c'est marrant, tu vois, parce que par exemple, sur Instagram, dans mes stories, parfois je suis dans le métro où je monte, tu sais, genre les escalators blindés et les escaliers, il y a 3 pèlerins qui montent là. Et à chaque fois, je fais, vous êtes escalier ou escalator? Et à chaque fois, c'est genre 80% escalier et 20% escalator. Ah ouais, mais dans la réalité, je vois toujours les escalators blindés et les escaliers avec 3 pèlerins. D'accord. Donc, c'est pas du tout que ça. Et après, on peut vraiment faire de temps en temps un peu de yoga à la maison, après suivre une vidéo, courir, même si c'est 20 minutes, c'est déjà super bien. Enfin, c'est pas que faire du sport à la salle et être gaulée comme une fitness girl.
tu avais parlé du NEAT. Le NEAT, c'est la Non-Exercise Activity Thermogenesis. C'est ça. En fait, c'est vraiment l'ensemble des mouvements et activités hors sport qui augmentent la dépense énergétique Et journalière. ça peut aussi être quand tu téléphones, de rester debout, tu vois, de faire les 100 pas pendant ton rendez-vous téléphonique. Ça peut vraiment être plein de petits trucs comme ça. Ouais, se lever toutes les heures quand tu es derrière ton bureau, derrière l'ordi, tu te lèves, tu vas chercher, tu vas t'hydrater, tu vas aux toilettes, tu vas passer un petit coup de fil, tu remets de l'influx. Ouais. Dans ta Et vie, tu quoi. vois, il va y avoir des gens qui vont dire mais ça sert à rien de se lever quand tu téléphones et tout. Mais sur le long terme, si 10 fois dans la semaine, tu passes 30 minutes debout, tu vois, pour un call, et ben en fait, ça va te faire 10 fois 30 minutes. Donc au final, ça fait quand même... Ça fait la différence, ouais. ça fait quoi, 5 heures, non? Mais voilà, ça fait quand même beaucoup de temps. 5 heures debout, en faisant les 100 pas et en marchant, ça Ouais, fait toujours la différence. c'est clair. Ça fait travailler l'appareil locomoteur. Et en fait, il ne faut pas voir le sport comme quelque chose de court, quoi. Ce n'est pas le court terme, la semaine, 3 jours, 1 jour. Non, c'est sur le très long terme, sur 5 ans, sur 10 ans. C'est des habitudes comme ça qui te maintiennent en bonne santé. Ouais, exactement. J'en profite pour dire que effectivement, c'est comme le poids. C'est pas forcément le voir tout de suite à 3 semaines ou à 3 mois, mais genre vraiment avoir un objectif de santé sur sa vie, quoi. C'est plutôt ça qui va vous nourrir plutôt que dans 3 semaines, Mais je vais c'est avoir moins comment 3 on y kilos. arrive ça, Charles, faire comprendre ça aux gens? Bah, ça se voit souvent en consultation, effectivement. D'ailleurs, je consulte sur doctolib.fr en visio ou à mon cabinet à Paris. Mais ouais, vraiment, là, pour le coup, c'est un peu au cas par cas et de voir un peu les problématiques de la personne, si c'est un problème d'acceptation du corps, si c'est un problème de non-accès aux sensations alimentaires, si c'est un problème d'alimentation émotionnelle. Et on l'aide un peu à décortiquer ce qui se joue dans qu'est-ce qu'on met derrière ce poids. Qu'est-ce qui fait qu'on est vraiment attaché à ce chiffre? Qu'est-ce qui fait qu'on est à 2, 3, 4, 10 kilos du bonheur? Eh ouais, non mais ça, c'est terrible. Mais quand est-ce qu'on va réussir à faire comprendre aux gens qu'on n'est pas à 3 kilos du bonheur? Ouais. Ouais. Oui, c'est un ensemble On de sera trucs. mort. Non, pas du tout, non, faut pas dire ça. Mais non, je pense que c'est un ensemble de choses. C'est compliqué aussi de se dire que on vit qu'on est juste cloisonné, de se dire allez-y, on n'est plus à 3 kilos du bonheur, tout va bien. Quand toute la société ou la plupart des magazines, même si ça change un tout petit peu, voilà, ça bougeotte avec, on met plus en avant certains corps, mais la majorité de ce qu'on voit au cinéma, dans les magazines et encore plus sur les réseaux sociaux, c'est quand même la minceur, le côté tonique qui est valorisé et pas forcément le reste, quoi. Juste venez comme vous êtes, on vous aime quand même, quoi. C'est long ça. C'est long. C'est le travail d'une vie, de notre vie d'ailleurs. C'est un autre sujet d'ailleurs, tu pourrais interviewer quelqu'un d'autre sur le body positive. Ouais, t'inquiète pas, c'est prévu. Idée reçue numéro 3, il faut manger des protéines pour être musclé. Ah bah ça c'est vrai, ça c'est sûr ça. La protéine, ça devrait, franchement. Mais non, mais attends, moi j'ai été éduquée comme ça et quand j'ai passé le diplôme de coach sportif... Lucie, 3 ans, prenez des shakers. Hein. On te disait qu'il fallait absolument boire du lait, manger des yaourts... pour construire ta masse musculaire, progresser, performer. Enfin, c'était vraiment... Alors, je ne sais pas si on le dit encore, parce que je me suis formée il y a plus de 10 ans, mais c'était quand même encore très, très ancré. Et il y a la dernière fois que je suis allée au salon du Body Fitness, donc c'était il y a 2 ans, il y avait une queue de 50 mètres d'ados de 14-16 ans pour acheter des seaux de protéines à 40 balles le kilo. Autant te dire que c'est rentable à la race. Et ça fait vraiment de la peine parce qu'ils sont tous gringalés, mignons, tu vois. Voilà, forcément, ils sont en pleine croissance, ils n'ont pas encore la carrure. Ouais. Et ils rêvent. Ouais. Donc non, les protéines, c'est absolument pas du tout nécessaire. Si vous voulez construire du muscle, ce qui construit du muscle, c'est l'entraînement. C'est l'entraînement. Voilà, et l'alimentation adaptée quand même. L'alimentation adaptée, bien sûr, mais c'est surtout l'entraînement, parce que tu auras beau avoir une alimentation adaptée, si tu ne t'entraînes pas, ça ne marchera pas. Et l'entraînement pour construire de la masse musculaire, c'est dur. C'est des entraînements en volume. C'est des séries de 10-12 reps avec des poids tellement lourds qu'à la 10e rep, tu t'es prêt à mourir. Et il y a 10 séries de 10 reps avec 1 minute 30 d'écart entre chaque série. Désolée, c'est long. Mais en fait, c'est un entraînement qui est dur, long. Ça prend du temps. Ça peut prendre 10 ans en fait, pour construire de la masse musculaire. Et tu vois, mon copain Amadou Ndiaye, qui est boxeur et qui a fait le France 3 avec moi, à rester en forme. Lui, à 19 ans, il était encore un peu gringalé et il a vraiment eu sa masse musculaire complète finale à 29 ans. Et il n'a pas pris de protéines, ou très peu, enfin juste comme ça pour essayer, mais
Il n'en a pas pris. Et ce qu'il a fait, c'est que ça prend énormément de temps en fait de construire de la masse. De construire, ouais, c'est vraiment un équilibre entre destruction musculaire pendant l'exercice, reconstruction musculaire avec l'alimentation adaptée en post-effort. Et ça, pour le coup, le post-effort est assez important. Effectivement, la plupart des gens, ils ont besoin de 10 à 20% de nos apports totaux de la journée en protéines, quoi. Donc C'est c'est vrai que très peu. ça arrive loin derrière les lipides et loin derrière les glucides, effectivement. Ça va pas forcément faut faire construire beaucoup plus de muscles si vous êtes en hyperprot, peut-être un peu plus de déchets azotés, donc il faudra vous Ouais. hydrater aussi un petit peu. Et Et ça a des effets aussi parfois sur la peau. Justement, tous ces déchets-là, ça peut créer de l'acné dans le dos aussi. Ça peut être vraiment très néfaste. Et toutes ces poudres hyperprotéinées, barres protéinées, boissons, au BCAA et tout ça, c'est prouvé, mais noir sur blanc, par des dizaines et des dizaines d'études très bien faites, que ça favorise les maladies cardiovasculaires sur le long terme. C'est vraiment délétère pour la santé, c'est de l'ultra transformé. Donc, ça en revient mais à ça continue à être vendu à mort, quoi. Mm. Et quand j'en parlais il y a l'année dernière à un chercheur justement qui a fait des études sur les BCAA, donc les acides aminés branchés, tu sais, c'est Ouais. les qui permettent de produire de l'énergie pendant l'entraînement. Et tout indispensables ça. à l'être humain, mais en fait, c'est les mêmes que toutes les autres acides aminés. En fait, donc ceux-là sont particulièrement néfastes justement pour les maladies cardiovasculaires. C'est Mais surtout en excès ou juste quand ils sont en excès. Ouais, d'accord. Et en fait, quand je lui ai dit oui, mais alors vous pouvez pas imaginer le nombre de jeunes sportifs qui achètent ce genre de boisson, il hallucinait. Il fait ah bon, mais non, c'est faux. Je dis mais si, il faut venir voir. Mhm. Donc les chercheurs sont même pas au courant en fait. Même si j'aime pas la whey donc la whey c'est la poudre du petit lait à base de lactosérum. Moi j'aime pas trop la whey pour des questions d'éthique et d'écologie parce que c'est souvent issu des élevages intensifs ou très intensifs. Je suis un chouïa plus flexible que toi parce que ça peut se défendre dans certains contextes de prise de masse ponctuelle. Effectivement, physiologiquement, c'est des protéines qui peuvent être très bien assimilées. Avec un bémol, déjà, il faut bien les tolérer, ça c'est sûr. Et puis, hors les cas de dysbiose intestinale, qui est un déséquilibre ou une mauvaise adaptation microbienne du microbiote intestinal. Et je rajouterais peut-être encore deux choses, aussi vu qu'il y a l'effet pro-inflammatoire qui peut vraiment poser problème. Et du coup, pendant les phases de repos, il faut vraiment avoir une alimentation équilibrée et riche en antioxydants. Donc, avec des assiettes colorées, avec aussi, je pense, aux matières grasses végétales de qualité, notamment aux oméga 3. Puis bon, ils ont aussi un fort indice insulinique, quoi. Donc, si on le prend aussi lors des phases un petit peu de repos, ce qui peut être parfois le cas, genre un peu par facilité et tout ça, donc c'est sûr que c'est un format pratique et adapté à un mode de vie un peu urbain, des gens qui n'ont plus le temps ou qui ne prennent plus le temps de se faire à manger. Mais je suis pas d'accord pour ça, je suis baston. désolée Charles. Octogone tout de suite. Allez. Mais non, mais parce que regarde, Troisième idée dans ton reçue, sac la meuf de cherche. sport, tu mets dedans une banane, une pomme, un bout de pain, des pré-beurrés et puis 2 poignées de noix, noisettes. Tu manges ça après ton entraînement, c'est hyper bien pour ta récupération musculaire, l'hydratation, les fibres, les vitamines. En fait, il faut pas arrêter de penser que les muscles, c'est que de la prot. Non, la contraction musculaire, elle se fait à la vitamine, elle se fait au phosphore. Enfin, tu vois, c'est des minéraux tout ça, c'est pas que de la protéine. Non, mais du coup, la composition, c'est un peu, t'as le mix de protéines et de glucides. Oui, qui bien fait sûr. Et tu vois, tu as peu de fibres là-dedans, donc du coup, Non, ça mais va justement, direct dans le... pour éviter justement les dysbioses intestinales, il faut avoir justement de la fibre pour que ça absorbe bien, pour que ton microbiote aille bien. Ouais. C'est un cycle mais général. ça, tu peux l'avoir aussi en dehors des phases de juste vraiment pré-effort ou post-effort. Tu as tout un truc qui peut se faire, manger, tu vois, avant l'effort et tout, manger des tonnes de céréales, légumineuses, légumes en termes de fibres et tout ça. Non, c'est pas du Est-ce tout que, adapté. voilà, c'est plutôt un peu plus à distance des efforts, enfin, selon oui, moi. Mais... alors dans ce cas-là, c'est sûr, pour les sportifs de très haut niveau, genre voilà, ceux qui vont faire le Tour de France ou des grosses épreuves physiques, là c'est sûr. Ou juste ceux qui sont voilà, les gars qui font de l'esthétisme ou voilà ou en body. Oui, les bodybuilders, c'est quand même pas la majorité partie non, c'est pour ça qu'on disait vraiment et de toute façon, pas la majorité. même si vous devez prendre de la protéine en poudre pour voilà, telle ou telle raison sportive, c'est jamais plus de 3 mois par an. Ça, c'est sûr et certain. Pas sur le long terme. Donc pas sur le long terme. Effectivement. Et un dernier mot quand même sur ce truc de protéines, parce que du coup maintenant il y a beaucoup de protéines végétales
protéines de pois chiches, protéines de riz, des nouveaux produits, en fait, justement, pour plus qu'il y ait ce côté élevage intensif de veaux, vaches, cochons. Mais finalement, ça reste de l'ultra transformé, ça reste des aliments qui vont favoriser la prise de poids, l'obésité et les maladies cardiovasculaires. Vous l'aurez compris, Lucille, c'est pas une droguée de la poudre, hein, ça c'est sûr que c'est pas son truc. Idée reçue, numéro 4, cuisiner, ça demande du temps. Ouh là 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 là, Ah, ça, Maïté. c'est ton créneau plus. Mais qu'est-ce que l'on a aujourd'hui? Oh, on a une petite cassolette. Oh là 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 là, une petite saucisse et beaucoup de petits faillots. Ouh, mais il n'y a pas écrit bécasse ici. Un gratin qui met 1 heure à cuire. C'est ça. Non, pas du tout. En fait, encore une fois, c'est une idée reçue. Tu as l'impression que ça prend vachement de temps. Alors, c'est sûr que si tu veux te faire un super gratin hachis parmentier, c'est un peu plus long. Mais couper une tomate, pendant que tu coupes la tomate, tu fais chauffer des pâtes. Allez, les pâtes, c'est 10 minutes. Donc, tu fais chauffer tes pâtes pendant 10 minutes. Et pendant ce temps, tu coupes une tomate, tu vides une boîte de lentilles, tu coupes un bout d'oignon rouge, tu prends un peu de salade et c'est fait, quoi. Vinaigre de cidre, huile de colza, huile d'olive. En 10 minutes, tu as une salade de pâtes ouf, hyper bonne. Et ça t'a vraiment pris que 10 minutes. Ouais, effectivement, moi j'ai fait une petite série pendant le confinement pour les soignants et j'avais fait à chaque fois idée de petit-déj, idée de déjeuner de midi, idée de repas avec vraiment que de l'assemblage. Hein. Vraiment, c'est, je sais pas moi, genre voilà, une petite boîte de maquereaux avec de la salade de roquette, avec juste une petite poêlée de, même pour ceux qui ont vraiment pas le temps, de blé ou de quinoa qui est pré-cuit, qu'on peut acheter comme ça si vraiment on est à bloc, mais 4-5 minutes quoi. Et à la fin, on a tout ce qu'il faut dans l'assiette. Donc, c'était très bien d'ailleurs, hein, ces petites vidéos-là. Ouais, franchement, c'est facile à faire en fait. Il y a pas de, c'est vraiment une croyance tenace, genre je vais me mettre en cuisine, ça va être compliqué, l'idée même de faire chauffer quelque chose et tout ça. Mais tu sais, en fait, c'est une croyance tenace et qui est aussi continuellement orchestrée et appuyée par l'industrie agroalimentaire. Je sais plus quand, il y avait, je crois que c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, des grosses pubs un peu partout sur des soupes en bocal. Ça prend 1 minute 30 de bien manger ou un truc comme ça, tu vois. Et en fait, j'ai trouvé ça scandaleux parce qu'on te fait croire que faire une soupe, c'est hyper long. Mais en fait, non, faire une soupe, c'est pas long. T'en fais une soupe pour toute la semaine. Et ensuite, bien sûr, tu la réchaufferas chez toi, ça prendra 1 minute 30, mais couper des légumes et les faire bouillir et ensuite les broyer au moulineur, ça prend pas du tout de temps. Alors, si on est très pressé, effectivement, l'assemblage, c'est quand même une bonne chose. Bien sûr que les plats préparés, ça peut faire le taf de temps en temps et tout, parce qu'on est juste fatigué, pressé, stressé, et qu'on rentre chez soi et que voilà, ça peut de temps en temps faire le taf. C'est pas pour diaboliser le truc, c'est juste que l'assemblage avec des idées peut-être de bon sens, peut-être les gens, ils manquent un petit peu de savoir-faire culinaire ou en tout cas juste d'avoir essayé des trucs, d'avoir le temps d'essayer des trucs qu'ils n'ont pas forcément l'habitude de manger. Et en fait, c'est super facile, un légume cru, une base de céréales et ou de légumineuses. Avec cuire un œuf au plat vite fait. Ouais, un œuf mollet, un œuf au plat. Pomme, du persil, de l'huile, peut-être éventuellement graines de courge ou de lin si vous en avez et tout, et c'est réglé. C'est pas, alors c'est sûr, c'est pas la cuisine très compliquée, mais pour le quotidien, franchement. Ouais, c'est ça. Et en fait, je pense que aussi beaucoup de gens ont l'impression que faire la cuisine, ça doit toujours être compliqué. De la blanquette, du coq au vin, tu vois, des trucs ultra bien faits. Mais en réalité, voilà, vraiment faire réchauffer du riz, du maïs, du thon, 2 bouts de concombre, et hop, c'est super bien, quoi. Ou soit ça doit être ultra bien fait, ou soit ça doit être ultra vite fait, tellement vite fait qu'on l'achète déjà fait. Et ça, c'est un petit peu dommage, c'est un peu tout mon combat de redonner, par ce podcast, ou tout ce que je fais, redonner du sens à l'acte de manger. Genre manger, c'est pas rien. C'est un de nos besoins fondamentaux avec dormir, avec respirer, avec boire, tu vois. Et c'est l'acte parfois qui est le plus négligé. Où on se dit, bon, on mange de façon automatique. De toute façon, on est dans une société d'abondance, machin. Pour la plupart d'entre nous. Mais tous ces besoins sont négligés. Regarde le sommeil, les gens. Bouger. Les sommeils, pas du tout bien fait. Bouger. On reste 7h26 assis devant, sur notre chaise et tout. Ouais. C'est ça, et en fait, on met que l'intellectuel, le paraître et tout ça au creux des premiers besoins, mais en réalité, les premiers besoins, ceux que tu viens de citer, c'est toujours le cadet de nos soucis. C'est trop dommage. Ouais, parce que c'est... Revenir au simple. Ouais, c'est au moins 4 trucs. Toi. Manger, dormir, boire, bouger, c'est 4 trucs qui sont à notre portée, dont on peut s'occuper, et la gestion des émotions aussi, dont on peut s'occuper nous-mêmes pour rajuster les paramètres et tout. Alors ça coûte rien. Ouais.
limite être un peu en rébellion par rapport à la société qui valorise le fait de manger vite, de ne pas dormir beaucoup, d'être workaholic, etc. Ouais, tout à fait. Vraiment, juste, même sans se rebeller, juste c'est de prendre soin de soi. Quoi, juste. Moi, je pense que c'est vraiment de la rébellion parce que. Mais En tout cas, de la réaction face à des tendances c'est de la lourdes. rébellion parce qu'en fait, on vote aussi avec son pouvoir d'achat, avec ce qu'on achète. Et en fait, quand tu achètes de la tomate plein champ, la vraie bonne tomate au mois de juillet, et que tu n'en achètes pas en février, c'est une rébellion en fait. Pareil c'est pour un les message fraises. très fort. Et c'est pareil quand tu arrêtes tes écrans à 21h pour justement pouvoir mieux dormir, tu lis un vrai livre Quoi ? Je ne comprends à pas ce mot. 21h30 pour pouvoir bien t'endormir à 22h30, c'est de la rébellion. Et en ce moment, en parlant de rébellion, relisez les livres de George Orwell, 1984 et Big Brother. Ça va Parce devenir un que best-seller. clairement, ça fait du Redevenir. bien de se remettre en tête ce qui avait déjà été dit il y a très longtemps. Message, bisous. Rebel. Idée reçue numéro 5, le sport, ça ne sert qu'à maigrir. Bon, ça c'est Oui, vrai, attends. bien sûr. Voilà. Ah, c'est marrant ces idées reçues. On brûle les calories. Bien sûr, voilà. Tu sais, encore dans toutes les applications de sport, à la fin de ta séance, ils te donnent donc ton kilométrage ou ton intensité cardiaque et ton calorie brûlée. Oui. Très important. Avec une estimation, 650 d'ailleurs. calories de l'heure. Oh, waouh. C'est beau. C'est beau. C'est- Égale On vit une un belle croissant époque. et 2 chouquettes. Tu sais, c'est vraiment le truc abominable. Non, en fait, le sport... Le sport ne fait pas maigrir. Et donc, si vous faites du sport pour maigrir, eh bien, ça ne marchera pas. Ce qui va faire que vous perdez du poids, c'est que vous ayez une balance calorique négative. C'est-à-dire que tu Vous consommes... dépensez un peu Voilà, plus tu que ce dépenses que un peu vous- plus que ce que tu ingères. Mais ça se fait pas que grâce au sport. Ça se fait en améliorant ton alimentation et surtout la qualité de ton alimentation parce que plus tu vas manger transformé, plus tu vas consommer de calories sans t'en rendre compte. Lucille a décidé de mettre le mot transformé dans la plupart des réponses. Je crois que le message est assez clair. Mais Anthony non, le Fardet, sport, si ça tu nous écoutes, on t'embrasse. le sport, ça sert pas du tout qu'à maigrir. Non, vraiment, c'est... Ouais, on n'est pas dans le curatif. Ouais, effectivement, on prévient sa santé. C'est un antidépresseur naturel. Ça aide aussi à booster la confiance en soi, l'estime de soi, j'imagine. Ouais, absolument. C'est-à-dire que quand tu as fait ton fractionné de 30 minutes sur l'heure du déjeuner, tu vas revenir au boulot à 14h30 et tu vas être au taquet parce que tu te seras dépassé mentalement et aussi physiquement. Tu auras dépassé ta zone de confort et tu vas arriver à ta réunion et tu vas être bien charisme, voilà, posé, Ancré. sûr de soi. Et en fait, c'est des petits trucs comme ça. Tu as l'impression que c'est rien, mais ça fait toute la différence. Ce que je trouve dommage dans cette idée reçue, c'est que bon, déjà, effectivement, on a une focale qui est pas très élargie. On a vraiment un focus sur maigrir, calories, poids, tout ça. Je trouve aussi que le sport, c'est souvent utilisé par monsieur et madame tout le monde qui veulent brûler ce qu'ils ont mangé, quoi. Brûler Ouais. ce qu'ils ont mangé. Et aussi, chez les sportifs de niveau correct ou un peu plus, ou très haut niveau, qui dit, bah, moi, je fais clairement du sport pour continuer à manger ce que je veux, quoi. Ah ouais. Ouais, qui sont genre, bah oui, c'est clair. J'aime le sport, j'aime ce que je fais et tout, mais c'est aussi un moyen de dire, alors moi, je vais pas compter, je vais faire Alors un ça, hamburger, ça mon ne truc, marche machin. pas sur le long terme. Ça marche peut-être jusqu'à 35 ans pour les hommes, 40, allez, mais après, ça marche plus parce que tu as beau être super sportif, si tu manges pas bien, beaucoup trop de viande, produits laitiers, si tu picoles un peu trop aussi, Si tu manges plus que tes besoins aussi, Ouais. quoi. Ouais. après 40 ans, tu te fais rattraper par la physiologie. Donc, c'est là que tu vas quand même prendre du poids malgré tout. C'est là que tu vas avoir un tour de taille qui va s'agrandir et qui est un signe de maladie cardiovasculaire qui est en train d'arriver. Tu vas être plus souvent malade. Tu vas avoir un système immunitaire moins efficace. Et quand tu vas aller faire tes analyses chez le médecin pour faire un emprunt bancaire parce que tu as plus de 40 ans et quand tu fais un emprunt après 40 ans, tu dois faire des prises de sang et tu dois Amazing. montrer patte blanche. C'est chouette. Et bien là, J'adore cette époque. tu te
tu te fais retoquer et tu vas faire 3 semaines de chou-fleur haricots verts pour refaire Pour une prise de améliorer sang. tes constances, C'est du vécu, je connais très bien ce genre de cas. Elle est belle cette époque, elle est fantastique. Idée reçue numéro 6. Il faut manger moins pour maigrir. Ah. Ah, je pense que je suis la preuve du contraire. Parce que si vous voyez ce que je bouffe, après je maigris pas, mais j'ai un poids de forme. Non, il faut pas du tout manger moins, il faut manger mieux. M-I-E-U-X. Qu'est-ce qui se passe si tu manges moins en fait En fait, si tu manges moins, au début, ça va marcher. C'est pour ça que tout le monde pense que ça marche. Ouais. Parce que les 2-3 premières semaines, ça va forcément fonctionner. Tu vas perdre du poids, tu vas t'assécher. Mais souvent, tu t'assèches pas forcément des zones où tu souhaites voir t'affiner. En fait, ça va On ne maigrit assécher. pas localisé, hein, voilà, juste préviens. Je suis pas d'accord avec ça. Tu maigris aux mauvaises localisations. C'est-à-dire que tu vas vite maigrir du haut du corps, en tout cas pour les femmes, de la poitrine. Tu vas un peu te décharner au niveau épaules, joues et massier quand tu d'un seul coup manges moins. Mais par contre, tout ce qui est vraiment les stocks de graisse, genre ventre, culotte de cheval, enfin voilà, toutes ces zones-là, au contraire, elles vont pas trop bouger. Et tu vas dire, je comprends mais pas. ce que je veux dire, c'est que tu vas perdre de la masse maigre aussi. Oui, voilà, c'est vois, ça, ouais. exactement. Tu vas La masse musculaire. perdre quoi. du muscle, tu vas t'émacier. Donc Ton bon, sur la métabolisme balance, de tu vois base. quand même des... Hop. Tu vois quand même des résultats, mais ce que tu vois pas, c'est que ton métabolisme de base, exactement, tu as moins de muscles, donc ils vont moins consommer d'énergie au quotidien. Et surtout, c'est là que tu commences à puiser dans tes os pour les minéraux, dans tes muscles pour l'énergie. Et en fait, tu es fatigué et ton corps se met à stocker, d'autant plus au bout de peut-être 3, 4, 5 semaines comme ça, à ce rythme, pour pouvoir résister à cette famine infligée. Donc, c'est vraiment une très mauvaise stratégie. Ok, mauvaise stratégie. Au début, effectivement, tu te dis, effectivement, ça marche sur la balance, ou sur le chiffre et tout. On peut perdre du poids et tout les premières semaines. Et du coup, ça a fait un regain de motivation supplémentaire pour continuer chez la personne. Et se dit, si je réussis, c'est parce que je mange moins. Si je suis accompagné, c'est grâce à mon diététicien, etc. Et sur le long terme, on voit qu'à cause de ce métabolisme qui ralentit, on se dit que c'est de notre faute, quoi. Ouais. La personne surtout... se dit c'est de sa faute, donc du coup je suis pas, j'ai pas de volonté, c'est pas bien, donc en fait elle est tout le temps perdante quelque part. Si ça réussit, c'est grâce au diététicien ou au régime qu'elle a suivi, et si elle se foire, c'est de sa faute. Donc hop. Parce qu'elle a culpabilité, lâché, parce manque de qu'elle se sent volonté, nulle, elle a craqué, c'est estime de incroyable. soi, super, et bravo ça, le c'est régime. vraiment le cercle vicieux de la culpabilité et de se sentir nul. Et en fait, dans tous ces régimes hypocaloriques, il n'y a pas de travail qui est fait personnel, en fait, sur justement comprendre ce que tu manges, tes choix alimentaires. Le travail n'est pas fait, c'est juste tu manges ci, ça, sans t'expliquer. Tu manges 1500 calories par jour, forcément. Attends, mais 1500 calories par jour, mais moi je meurs avec ça. Je peux même pas tenir 24 heures. Lucille est à plus de 4000, il faut le Non, savoir. je pense que je suis à plus de 3000. Là. Je ne sais, j'ai pas du On tout, s'en je fout. sais pas, je m'en fous. Mais c'est sûr, je mange énormément. Lucille, c'est The Rock française. Parce que je fais beaucoup de sport aussi, j'ai une vie très active. Bien sûr. Idée reçue numéro 7. Il faut faire au moins 40 minutes de sport, sinon ça sert à rien. Alors ça, c'est vrai que j'avais entendu parler, il faut faire au moins à partir de 30-40 minutes de sport, tu commences à taper dans... Mais tu sais, toutes ces idées reçues en fait, que tu es en train de me citer, c'est so 90s. How you doing? Je veux dire, en fait, c'est encore des concepts qui étaient à fond dans les années 90, mais qui restent encore très ancrés, parce qu'en fait, les gens, ils préfèrent avoir des règles comme ça, très sévères, plutôt que finalement aller dans le bon sens et laisser un peu la naturalité faire son effet. C'est-à-dire que dans les années 90, c'était tout calories, un croissant égale 40 minutes de jogging. Enfin, tu te rappelles les genres de trucs, il y avait tout le temps des tableaux d'équivalence là. Il y avait les dictionnaires de calories. Enfin, tu vois, et ça, c'était encore très en vogue dans les années 90, le faux sucre, le Canderel, les trucs comme ça. Toutes les nouvelles données scientifiques qui sont quand même... ça fait quand même 10 ans qu'on a compris ça. Le microbiote, l'alimentation la plus végétale, variée et vraie. Enfin, ça prend pas vraiment. J'ai l'impression que ça prend pas trop. Je sais pas. Oh, ça prend du temps aussi d'ancrer de nouvelles habitudes. Tu n'avais pas sorti un programme 10 minutes par jour, objectif? Ouais, j'ai sorti, c'était en septembre, 10 minutes par jour. Parce que c'est vrai qu'à la rentrée, le mois de septembre, moi, la première, c'est la folie entre, tu vois, la remise en route de la famille. On a toute une charge mentale, toutes et tous, une charge mentale décuplée. Et en fait, l'idée, c'était de dire, voilà, en 10 minutes, vraiment une grosse séance de sport très efficace.
échauffement compris, où voilà, tu vas bien faire fonctionner tes muscles. Et en fait, même si c'est 10 minutes, les gens diront ah, ça sert à rien, mais non. 3 fois 10 minutes déjà dans la journée, c'est comme si tu faisais 30 minutes. Ça a les mêmes effets physiologiques et tu vas construire du muscle un peu chaque jour et tu auras toujours ton métabolisme de base qui va monter en fait chaque jour au fur et à mesure du mois. Ça a vraiment un effet hyper fort. Et le dernier truc, et ça a été prouvé, quand tu fais même juste 10 minutes de sport, monter des escaliers ou faire une séance de sport avec moi, le reste de ta journée, inconsciemment, ton organisme va s'orienter vers une meilleure alimentation, moins transformée, plus riche en fruits et en légumes. Moins transformée. Elle l'a redit, elle le redira. Alors, à en fait, chaque idée. si vous voulez, à la fin du podcast, vous dites combien de fois j'ai dit ce mot. Transformer. Transformer. Effectivement. Oui, donc en fait, 1 est toujours mieux que 0. Parce que c'est vrai que quand on se dit, ouais, putain, j'ai pas 3 quarts d'heure comme ça pour aller faire du sport, je peux pas, j'ai pas le temps, tout ça, c'est OK. Ouais, et en fait, faut pas se mettre de limite exactement en se disant faire du sport, c'est au moins 3 quarts d'heure. Non, ça peut être au moins 10 minutes ou même moins. Et ça reste toujours très efficace. Et ce que j'ai remarqué aussi, d'ailleurs, c'est pour ça que souvent sur YouTube, on fait des vidéos qui font 15 minutes, 20 minutes, parce que les gens, ils se disent, tiens, bon, 15 minutes, 10 minutes, allez, je les ai. Ils le font. Et puis à la fin, en fait, ils ont envie d'en faire une de plus. Parce que tu es dedans, finalement, tu te rends compte que c'est possible, c'est passé très vite. Souvent, le problème dans le sport, c'est pas de le faire, c'est les 30 secondes ou les 5 minutes où tu te dis... Est-ce que j'en fais mes baskets ou pas, quoi. Exactement. Ouais. Et en fait, c'est cette idée-là qu'on essaie de combattre en proposant des entraînements de 10 minutes par jour. Ouais. Idée reçue numéro 8, grignoter, c'est mal. Ça dépend ce que tu grignotes. Non, c'est pas mal. C'est humain, Oui, humain. bien Puis en sûr. plus, grignoter, on voit la petite marmotte ou le petit écureuil qui va grignoter, mais on n'est pas des marmottes ou des écureuils, on est juste des humains qui ont faim et donc qui mangent quand ils ont faim ou envie. Exactement. Ou faim et envie. Et ça Bordel. aussi, c'est un sujet de culpabilisation majeure. Le côté grignotage, en fait, ce mot qui a été un peu... c'est devenu un mot horrible, en fait, où tu n'as plus le droit de l'utiliser. Ah, tu grignotes toute la journée. Tu fais un peu ça dans ton coin quand tu grignotes comme si tu devais te mettre un peu... Ouais. Non, en fait, vraiment... l'abri. En fait, je pense qu'il faut déjà, exactement, arrêter d'utiliser ce mot grignotage. Voilà. Ok. Il faut arrêter d'utiliser ce mot. Qu'est-ce que tu en penses ? On peut Ça- le bannir, Ouais, sauf pour les marmottes Allez, et les hop. écureuils. Voilà. Et les Et se êtres dire humains ne manger grignotent entre pas. les repas, c'est mal. C'est un peu ça. C'est un peu l'idée qu'il y a derrière. Quoi. On Ouais, mange pas entre les repas. Mais c'est pas si bien. on a le droit de manger entre les repas, dès lors que on a vraiment faim, après, c'est toi, tu es plus expert que moi sur cette sensation de vraie faim ou envie de manger ou Comment galère distinguer les deux, ouais. émotionnelle. On a le droit de manger entre les repas et après, en être bien conscient, savoir ce qu'on mange. C'est encore une fois, à chaque fois qu'on mange, c'est un choix conscient. Et non, on peut tout à fait manger entre les repas. Et c'est aussi ce truc d'enfance adulte aussi. Parfois, ça a été... Ouais, on prenait un goûter quand on était gamin. Ouais. C'est encore très ancré, le goûter quand on est gamin. Parfois, c'est petits réconforts quand on est adulte. Voilà, une petite pause dans la fin de journée qui s'allonge pour pouvoir avoir un petit moment de réconfort. Ouais, effectivement. Moi, je dirais que j'ai pas mal changé par rapport à ça pendant mes études de nutrition. Et, sur la question de la flexibilité, du contexte, de trouver l'apaisement vrai, sincère, authentique. J'étais à bloc, je me souviens, j'étais en 2e année, j'étais à bloc sur l'alimentation santé, sur le nutritionnellement correct. Mais vous pouvez pas donner ça à vos patients, mais vous pouvez pas. Mais non, vous pouvez pas faire maigrir avec du Nutella ou des pizzas, c'est quoi ce bordel et tout ça. Et non, j'étais assez dans la rigidité, quoi, effectivement. Genre, non, vous pouvez pas dire que ça, c'est bon pour la personne. C'est en faisant justement ce diplôme universitaire à l'Université de Bourgogne sur la pédagogie et la psychologie du comportement alimentaire qu'on a vu justement que selon certains contextes, c'était peut-être plus justement... J'aime pas le mot healthy, donc je vais pas le dire. C'était plus adapté que de rester dans une règle rigide qui génère des souffrances ou des douleurs. Et si tu as envie de chocolat ou si tu as envie de chocolat au lait avec des noisettes caramélisées... Arrête, parce que je suis en jeûne intermittent, ça me donne faim. Moi aussi. Si tu as envie de ça et que tu te diriges vers la pomme et le yaourt ou des amandes parce qu'ils ont une image plus healthy, que c'est plus healthy dans ta tête, et en fait, tu vas pas trouver de l'apaisement. Et donc, en fait, si tu n'as pas faim et que tu as envie de manger,
clairement, là, ça ne sera pas une bonne stratégie. Tu ne vas pas Ouais. trouver de l'apaisement. Tu vas arriver vénère au prochain repas. Tu vas prendre 3 cuillerées en plus de riz au prochain repas pour trouver ce rassasiement parce que tu n'es pas apaisé. Tout à fait. Et là, du coup, il y aura peut-être une incidence sur le poids, en fait. Ouais. Ce ne sera pas forcément cette barre de chocolat qui aurait pu te faire prendre du poids, Oui. mais plutôt le non-apaisement que tu trouves qui a aussi des conséquences sur les repas ultérieurs, en fait. Sans oublier que plus tu vas stresser, donc comme ça pendant 2 heures, 3 heures, tu Ça vas va y être en penser, espèce de charge stress mentale. mental, tu vas augmenter ta production de l'hormone de stress, le cortisol, qui te fait stocker tout ce que tu manges parce que c'est animal en fait. Quand on sécrète du cortisol, on stocke. En effet, tout ça c'est pas du tout rien en fait quand on se stresse sur le grignotage. Et puis je voulais rajouter aussi, moi j'ai beaucoup rencontré de coachés qui grignotent healthy toute la journée et au final ça les bloque dans leur bien-être, leur perte de poids ou pour atteindre un poids de forme qui leur correspond. Parce que même si tu manges des amandes, des pommes, ou Les du amandes, le muesli, truc, on en fait de l'huile, là. voilà, c'est ça. Au final, ça reste quand même de la prise alimentaire. Et justement, pour t'empêcher de manger de ton chocolat que tu as vraiment envie de manger, tu vas manger 3 fois plus de pommes et d'amandes pour justement être un peu calé. Et finalement, au niveau de la balance calorique, c'est Y a pas pas du tout photo. intéressant. Ouais, Donc, c'est pas une stratégie adaptée, effectivement. mais c'est compliqué à mettre en place. Et parfois, les gens ont besoin d'un cadre d'abord pour ensuite s'en défaire. Donc, Ils ont besoin de repères, c'est ça que tu dis. Ouais, voilà, c'est ça. Tu as besoin d'un peu de repères, de cadre. Et en fait, c'est presque de la sagesse au final aujourd'hui de bien s'alimenter. C'est vraiment une bonne connaissance de soi, d'avoir un peu testé des choses, de ne pas s'enfermer dans des quelques concepts. chapelles, ouais. Idée reçue numéro 9, c'est trop tard pour se mettre au sport après 40 ans. Ah, bah tiens. Attends, on Il y a arrive des gens qui pensent ça vraiment. vénère. C'est vraiment une idée reçue. Et ouais. Bah ça alors, non, pas du tout. Même à 70 ans, le corps est capable d'aller mieux. Donc même si on commence le sport à 70 ans, ça sera toujours hyper bénéfique. Non, vraiment, il n'y a pas du tout d'âge pour commencer le sport. Après, il faut commencer en fonction de ses capacités. C'est sûr que si tu commences à faire des méga entraînements sur J'ai 60 ans, je vais faire burpees, 100 burpees. Voilà. Record maintenant. Ça, c'est sûr que c'est pas du tout recommandé pour tes épaules et voilà. Non, franchement, on peut faire du sport à n'importe quel âge. On peut se donner un challenge sportif à n'importe quel âge, dans n'importe quelle condition physique qu'on peut avoir. Non, au contraire. Et d'ailleurs, si on a des enfants et qu'on a envie de reprendre le sport à 40 ans, c'est une très bonne idée parce que les enfants, derrière, ça pousse, ça stimule. Ils ont de l'énergie et ils adorent être accompagnés quand ils font du vélo ou quand ils font du foot. Et c'est une très bonne idée de se remettre au sport après 40 ans. Ouais, c'est comme arrêter la clope, c'est jamais foutu. C'est jamais foutu. Mais que ce soit pour n'importe quoi, c'est jamais foutu. Même quand tu as essayé 10 fois de retrouver un poids de forme, c'est jamais foutu. La 11e fois, ça va marcher. Pareil pour arrêter de fumer. Absolument. Il n'y a jamais rien de foutu. Et j'en ai, moi, pour l'exemple, mon père, qui, à l'âge de 59 ans, s'est fait placer 3 stents dans les coronaires. Héréditairement, on n'a pas des très bons cœurs. Il mangeait moins bien depuis quand même pas mal de temps. Et en fait, en 10 ans d'amélioration de son hygiène de vie, il s'est vraiment repris en main, mangeant beaucoup moins de produits animaux notamment. Au bout de 5-10 ans, son cardiologue lui a diminué ses médicaments. Donc, à l'âge de 69 ans, on lui a diminué c'est quoi? C'est les fluidifiants, là. Pour Anticoagulants. Les anticoagulants. Parce qu'il avait des tellement bons résultats d'analyse. Donc, tu vois, c'est possible même à 69 ans d'aller vraiment mieux. Tu veux dire qu'il a mangé moins transformé ? Il a surtout, parce qu'il ne mange pas trop transformé, mon père. Il mange un peu des bonbons qui sont très transformés. Mais Une fois de plus, il a 69, surtout on y est. diminué quand même la portion d'animaux dévorés. Ok, d'accord. Et fait plus de sport. Idée reçue numéro 10, il faut réduire le gras. Ennemi public numéro 1, le gras. Ouais, arrête, c'est gras. Je vais manger du gras, je vais faire du gras. Ça dépend du gras et pas du tout en fait, parce que le gras c'est hyper important pour le bon fonctionnement de notre physiologie. Je rappelle que toutes les cellules, donc les cellules que ce soit de la peau, du cerveau, des muscles, elles sont constituées, leur enveloppe, d'une barrière phospholipidique. La bicouche phospholipidique. Donc, c'est-à-dire que toutes nos cellules, elles sont faites par une enveloppe de graisse. Enfin, elles ont quand même une membrane de gras hyper importante qui est la source de toutes les réactions chimiques. D'énergie, d'hormones. Absolument. Donc, si vous vous privez de gras,
En fait, les réactions physiologiques vont beaucoup moins bien se faire. C'est vrai que parfois, on voit vraiment mis en avant. C'était beaucoup vu, tu sais, dans les défilés Victoria's Secret, les mannequins vraiment sèches, avec, tu sais, vraiment les muscles saillants sous la peau. Et en fait, il faut vous dire que cet état-là physiologique où elles ont une masse grasse de moins de 10%, et elles sont déshydratées, clairement. Elles se déshydratent pour pouvoir être saillantes. Voilà, les 24 dernières heures, elles ne boivent pas d'eau. C'est pas un état de santé. Donc, on les met sur des podiums, elles défilent, elles sont payées à mort. Mais c'est un état de mauvaise santé physiologique. C'est-à-dire que si elles restent comme ça, elles sont proches de l'hospitalisation. Faut le dire quand même. Ouais, non, c'est clair, c'est important de le dire. Il faut savoir quand même que ça a vraiment évolué, je pense, en à peu près 150 ans. En 1850, le sucre, c'était une denrée très rare. Là, aujourd'hui, on a fait la chasse au gras depuis longtemps, en fait, mais c'est aussi lié à une stratégie du lobby du sucre pour éviter qu'on se penche un peu trop dessus, quoi. En 1850, le sucre, c'était une denrée rare qui était réservée aux riches, voire carrément vendue en pharmacie. Et aux États-Unis, dans les années 60, il y a certains dentistes qui s'inquiétaient du nombre croissant de caries. Et il y a des premières publications scientifiques indépendantes qui pointent du doigt l'aliment plaisir, donc le sucre, pour son rôle dans l'apparition du diabète de type 2, des maladies cardiaques, de l'obésité. Donc là, les premières études sur le sucre, c'est à peu près les années 60 quand même, il y a plus de 50 ans. Et parallèlement, il y a les boissons light qui commencent à séduire les Américaines qui sont soucieuses de leur ligne. Et là, il y a la Sugar Association qui regroupe les intérêts des industriels sucriers qui se sentent menacés. Donc du coup, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va consacrer beaucoup d'argent à des travaux de recherche pour démontrer par exemple que la saccharine présente dans les produits light, c'est néfaste, c'est pas bien. Elle va mener une campagne pour réorienter l'opinion publique et le nouvel ennemi tout désigné, ça a été justement les graisses. Le beurre, le gras. Exactement. Et donc en 72, il y a un nutritionniste anglais qui s'appelle John Yudkin qui publie une enquête à charge contre le sucre qui s'appelle Pure White and Deadly, donc pur, blanc et mortel, c'est ça, dans laquelle il expose les données scientifiques existantes. Et parallèlement, cette industrie du sucre, elle va se doter d'un autre chercheur qui s'appelle Ansel Keys, qui était anti-graisse, pour réduire John Yudkin au silence. Et du coup, c'est une sorte de bisbille entre les deux. À chaque fois qu'il y en a un qui produit une étude, l'autre produit une étude. Sauf qu'à l'époque, le consensus scientifique fait que les gens, ils étaient plutôt « ouais, la graisse, c'est pas bien », etc. Donc du coup, on a eu la mode des régimes pauvres en matière grasse qui a déferlé aux États-Unis, puis en Europe. Sauf que, les années light, sauf que, en fait, sans matière grasse, le goût du produit s'avère plutôt insipide. Et je pense surtout à certaines denrées comme les céréales. Donc là, on a rajouté du sucre, en fait, tout le temps. Et tout le temps. Ou les yaourts en matière grasse, et 0%, et trucs comme ça. C'est affreux, ça. Exactement. Bon, aujourd'hui, franchement, nos apports en graisse doivent être à peu près 30-40%. C'est au moins un tiers de nos apports. Un tiers de nos apports, ça doit être du gras. C'est énorme, c'est beaucoup, 40% de matière grasse. C'est vraiment plus une fabrication, une véritable usine de fabrication d'hormones comme la leptine, qui est une hormone de satiété, et aussi quelques 600 autres hormones lipidiques. En fait, toutes les cellules fonctionnent avec du gras. Donc, si vous n'en avez pas, votre physiologie ne fonctionne pas bien. Et non, le gras, c'est vraiment... En fait, c'est le gras en excès, en fait. Voilà, c'est le gras en excès. Et ça dépend aussi quelle graisse. C'est sûr que si c'est que du saindoux, les graisses... Ou des graisses trans, les graisses viennoiserie, etc. Qu'on trouve par exemple dans les frites, c'est aussi les modes de cuisson. Mais non, le gras, c'est bon. Alors, qu'est-ce que ça représente finalement ? Parce que pour guider un peu les gens, c'est, je sais pas, au moins 2 ou 3 cuillères à soupe d'huile d'olive dans la journée. Ça peut être des tartines de vrai bon beurre, de baratte, qui fait bien plaisir. Ça peut être un très bon morceau de fromage, d'une AOP, du fromage qu'on aime bien. Les noix, les noix, les noisettes. Absolument. Donc, quand on mange ça, en plus, c'est satisfaisant, ça a du très bon goût. Par exemple, de l'huile de noix sur une salade, mais c'est tellement bon. Des graines de lin, des graines de courge aussi. Et ça fait qu'on va bien, qu'on est en forme et qu'on n'a pas la prise de tête permanente de qu'est-ce que je pourrais manger qui ne fait pas grossir ? Tu sais, ça, c'est horrible. Ouais. Ah ouais, ça c'est compliqué. Idée reçue bonus. Allez, le jeûne intermittent favorise les carences. Ah bon ? Qui t'a dit ça ? Plein de gens qui sont contre le jeûne intermittent. Et non, mais attends, la carence, il faut arrêter parce que l'équilibre alimentaire, ça se fait pas sur 2 heures, 3 heures. L'équilibre alimentaire, ça se fait sur la semaine, mais parfois même sur le mois.
Et d'autant plus quand on est sans contraception hormonale pour une femme, on s'en rend vraiment compte. On a beaucoup moins faim à certaines périodes du mois et beaucoup plus faim à d'autres moments. Donc l'équilibre alimentaire, ça se fait vraiment sur du long terme. Et non, pas du tout de carent. Surtout, en plus, le jeûne, enfin, le 16-8, en fait, c'est tellement light par rapport à d'autres types de jeûnes qui sont périodiques, où on peut jeûner plus longtemps et remanger. Le 16-8, c'est vraiment du time restricted feeding, donc c'est assez facile à faire en fait. En plus, sur la fonte musculaire, il y a des études qui disent que ça fait une légère fonte musculaire, d'autres qui disent que non, il n'y a pas de légère fonte musculaire et que non. En fait, il faut mieux répartir les apports protéiques tout au long de la journée et c'est aussi ça. Oui, mais en fait, finalement, l'organisme, il apprend. En fait, le jeûne intermittent, ça se fait pas du jour au lendemain. On apprend au fur et à mesure à mieux gérer ses stocks de graisse pour les transformer en sucre. Ça s'apprend. C'est un apprentissage. Transformer en énergie, c'est ça? Voilà, c'est ça, exactement. Transformer en sucre qui est ensuite disponible pour l'énergie. En fait, l'organisme, il apprend ça. Donc, ça ne se fait pas forcément du jour au lendemain. C'est sûr que si tu analyses quelqu'un qui est en jeûne intermittent pour la première fois de sa vie, peut-être qu'il n'a pas les mêmes réactions physiologiques que quelqu'un qui le fait depuis plus de 2 ans. Et puis, je pense que ça dépend aussi du statut nutritionnel de départ. Hein. Si tu es déjà un petit peu en alimentation déséquilibrée, que tu te dis, tiens, le jeûne intermittent, ça va être le nouveau truc miracle et tout, machin, alors qu'en fait, ça se trouve, tu es peut-être déjà en déficit de telle ou telle vitamine ou minéraux, que tu ne manges pas assez de protéines par jour, ou de glucides ou autre. Le jeûne intermittent, ce n'est pas de la restriction calorique. Hein. Ça fait que, du coup, tu mets tous tes apports de la journée sur seulement 8 heures au lieu de c'est une autre 12 heures, 15 heures. répartition des apports. Exactement. Donc en fait, tu vas quand même manger beaucoup, tu vas manger de la quantité, tu vas manger très varié. Tu te prives pas. C'est pas de la privation en fait. C'est surtout ça qu'il faut bien expliquer. Ouais. Et dernier truc, je pense que ça peut aussi arriver d'être carencé quand on mange soi-disant équilibré avec de la viande chaque jour ou du fromage chaque jour. Franchement, je pense au profil en acides gras, trop d'acide arachidonique, pas assez d'oméga 3. Je pense aux antioxydants si on ne mange pas de fruits, de légumes ou d'épices chaque jour. Je pense aussi aux fibres. Hein. Quand on a un trio viande, produits laitiers et féculents, peu de fibres, il y a des éléments bâtisseurs, certes, mais peu d'éléments protecteurs. Absolument. Et en fait, il faut vraiment voir cet équilibre-là comme du très long terme. Et si tu veux bien me laisser parler juste d'une petite anecdote, moi j'avais un très bon ami coach sportif qui était un marathonien, qui était proche des 2h15 sur marathon. Donc je ne sais pas si tu te rends compte, c'est balèze. Vraiment très balèze. Et puis à un moment donné, il se blessait tout le temps. Il se blessait tout le temps. Et il m'appelle, il me dit mais je ne comprends pas, qu'est-ce que tu pourrais me conseiller? Donc je lui demande ce qu'il mange. Mais il ne mangeait que du poulet et du riz, tu vois. Et quand je lui dis, mais attends, on mange des légumes et tout, mais il a halluciné, tu vois. Un contrôle de l'inflammation. Et pourtant, physiquement, il était jeune, hyper rapide. Donc, tu vois, tu pouvais penser que c'était quelqu'un qui était en super bonne santé, hyper fort et tout. Et en réalité, pas du tout. À l'intérieur, ça se délitait. Et donc, finalement, c'était lui qui était en carence, même s'il mangeait tout le temps et qu'il faisait plein de sport et qu'il était soi-disant dans l'hyper-performance. Au final, il était en acidose totale et du coup, il se blessait en permanence. Lucille, on a bientôt fini cet épisode. C'était long. C'était long, mais sans longueur, on va dire. Ça, c'est beau. Tu as vraiment le sens de la formule. On va se terminer par un petit Fat and Curious by Dans la Poire. Je t'explique. Fat and Curious? Yes. Ok. Je t'explique le principe. 2 mots, tu choisis un des 2 mots pour répondre et pas le droit de dire les 2, sinon on joue à action ou vérité et ça risque d'être malaisant. Bon alors, on commence mollo et après ça part en vrille comme d'habitude. Alors, bec sucré ou bec salé? Bec salé. Lundi ou vendredi? Vendredi. Thé ou café? Thé. Le lapsus. Non, j'arrête le café. Thé. Je pense que vraiment, je suis ultra sensible à la caféine. Et même si j'en prends qu'un seul par jour, ça m'empêche de dormir. Ça joue vraiment sur mon sommeil. J'ai eu beaucoup de problèmes de sommeil. Ça va beaucoup mieux, mais malgré tout, je reste très fragile au niveau du sommeil. Donc non, j'essaye vraiment de diminuer mon café. Et ça marche très bien. Donc thé. Amande ou viande? Amande. Facile. Burger ou pizza? Pizza. Pizza ou pasta? Pasta. Veggie ou flexi? Veggie. French kiss ou French fries? French kiss. Travail perso ou travail d'équipe? C'est dur pour moi cette question. Je vais dire travail d'équipe, mais c'est vrai que vraiment j'arrive très bien à travailler toute seule. Mais même si on arrive mieux à faire plus de choses en équipe, je reste quand même très ancrée dans mon travail personnel. Talon ou basket? Je préfère les talons, même si je mets que des baskets. Natation ou swimrun? Swimrun. Bikini body ou body positif? Body positif dans un bikini. Allez, prends. Bien vu. YouTube ou Insta? YouTube. Confinement ou couvre-feu? T'as un bazooka? Joker.
George Orwell. Local ou bio? Local. Alimentation intuitive ou régime? Et j'aime ni les régimes ni l'alimentation intuitive parce que je pense que quand même les gens ont besoin d'un cadre pour savoir bien manger. L'alimentation intuitive, alors j'ai pas bien compris le concept, mais j'ai l'impression que quand même c'est la porte ouverte à tous les excès et à pas du tout bien comprendre l'intérêt de l'alimentation pour sa santé. Donc je serais plutôt alimentation santé, moi. Je pense quand même qu'on peut concilier alimentation intuitive et santé. Puis de toute façon, intuitive ou pas, moi ce qui m'intéresse vraiment, c'est surtout que les gens soient en paix plutôt qu'en lutte avec leur assiette. Moi, je trouve, après, c'est ce que je vois pour l'instant, hein, peut-être que je me trompe, mais des gens qui prônent l'alimentation intuitive, je trouve qu'on est souvent dans des excès, dans on s'en fout finalement de ce qu'on mange, et je trouve qu'on n'est pas assez dans l'éducation nutritionnelle. L'éducation nutritionnelle, et aussi, encore une fois, c'est ce qu'on disait depuis le début, le choix très important qu'est le fait d'acheter des aliments qui ont un sens, qui ont été faits par des gens qui savent ce qu'ils font, qui ont cœur de proposer de l'alimentation intéressante pour l'être humain, voilà, pour la santé de la planète, la santé de l'être humain en fait. Donc moi je serais plutôt alimentation santé, santé planète, santé être humain. Alcool ou pinard? Pinard. Piège! Vous faites tout savoir genre par cette question. N'en déplaise à Didier Guillaume, notre ancien ministre de l'Agriculture. Hein. Le vin, c'est pas un alcool comme un autre? Si. Ah ouais, si, bien sûr. Donc si, vin, mais voilà, j'aime pas trop l'alcool fort. J'en profite pour rappeler vite fait les recos. Hein. Les autorités françaises n'ont jamais recommandé 10 verres par semaine et 2 jours d'abstinence. C'est pas plus de 10 verres par semaine. Donc c'est jusqu'à 10 verres par semaine. Et du coup, ça veut dire que les autorités nous disent jusqu'à 10 verres par semaine, vous prenez plus de risques que ce qui est considéré comme acceptable. Ça ne veut pas juste dire buvez 10 verres, les gars. Ils ont une autre formule aussi qui est 2 verres par jour, pas tous les jours. Je trouve ça pas mal. Ouais, c'est pas mal, effectivement. Merci à toi, Lucille. Merci d'avoir pris le temps de venir à Dans la Poire, le podcast pour mieux manger. C'est toi qui es venu chez moi. Ouais, mais c'est toi qui viens dans la Poire quand même. Juste pour terminer, si tu avais 3 conseils que les gens peuvent appliquer directement dans leur quotidien pour un peu plus de bien-être, qu'est-ce que ce serait là, spontanément? Tout de suite, manger plus végétal. C'est vraiment très facile à mettre en place. 2-3 fois dans la semaine, des repas sans produits issus d'animaux, que ce soit produits laitiers ou poissons ou viande. Un autre truc, c'est bouger un peu plus, que ce soit de monter des escaliers, de vraiment prendre les escaliers, pas les escalators, de marcher ou voilà, de n'importe quelle activité physique. Et un dernier truc, c'est dites-vous qu'à chaque fois que vous mangez quelque chose, c'est comme si vous votiez. L'alimentation, c'est un vote. Donc, manger plus végétal, bouger un peu plus et voter en mangeant. Ok, merci. On rappelle le titre du programme que tu viens de sortir qui s'appelle Jeûne intermittent. Voilà, qui est disponible sur www.lucillewoodward.com, c'est ça? Alors, c'est shop.lucillewoodward.com, mais si on va sur mon blog lucillewoodward.com, on trouve facilement le programme Jeûne intermittent, pour lequel tu as contribué et je te remercie infiniment. C'est très important pour moi et mon équipe en fait dans nos programmes d'avoir des experts reconnus, ouverts d'esprit aussi. On fait pratiquement toujours intervenir des experts dans nos programmes, que ce soit ça peut être des diététiciens bien sûr, ça peut être des médecins, des médecins du sport, médecins généralistes, voilà, des gens qui s'y connaissent aussi dans la pratique quotidienne. Merci en tout cas d'avoir pensé à moi, c'était trop chouette. Merci. C'est bien amusé. Et si les gens veulent te découvrir, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver? Alors sur YouTube, on publie au moins une vidéo par semaine. Donc Lucille Woodward sur YouTube, sur Instagram aussi, Lucille Woodward, sur mon blog bien sûr, lucillewoodward.com, c'est facile, c'est toujours la même chose. J'espère un jour pouvoir refaire de l'événementiel. J'adore donner des cours collectifs. Ma retraite aussi de surf et fitness qu'on a dû reporter pour 2021. Donc voilà, j'espère quand même revoir les gens en vrai. Ok, on l'espère aussi. On l'espère. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir à Dans la Poire et à très vite pour de nouvelles aventures. Merci Charles. Bye. Si vous avez appris au moins une seule chose dans cet épisode, le meilleur moyen pour soutenir mon travail et m'aider à faire connaître Dans la Poire, c'est de le partager. Vous l'écoutez sur une appli de podcast, commentez, posez-moi des questions, proposez-moi des thématiques, comme ça j'apprendrai à mieux vous connaître. Si vous êtes sur Audible, Spotify ou Deezer, c'est top, partagez les bonnes ondes à vos proches. Si vous l'écoutez sur Apple Podcast, mettez-moi 5 étoiles, je sais que ça vous demande un tout petit effort, mais ça m'aide vraiment beaucoup pour la suite de l'aventure. D'ici là, restons en contact. Sur le blog charlesbrumeau.com, sur Instagram @charlesbrumeau, où vous trouverez un lien pour me rejoindre pour une consultation en visio. Merci de votre écoute, de votre attention, de votre temps. Mettez-les au service de votre alimentation.